Bonjour, on va essayer ici de répondre à un certain nombre de questions concernant la déformation de la pale ici d'un hélicoptère. On va essayer de s'attarder à la modélisation de cette pale considérée comme une poutre soumise à différentes actions mécaniques, à savoir la portance et la traînée. En fait, on va, dans un premier temps, négliger la traînée. On va aussi négliger les effets dus à l'accélération afin d'avoir, dans un premier temps, un modèle relativement simple à résoudre. Donc, par rapport au schéma qu'on a ici, on va s'intéresser à modéliser la poutre avec la pale comme étant une poutre. Je me donne les extrémités O et A. Et on va considérer que localement, il va s'exercer dû aux écoulements, l'écoulement de l'air sur la pale, à des petites actions mécaniques de portance qu'on va modéliser comme étant une charge répartie sur l'ensemble de ma poutre avec, si je me donne ici par exemple au moins ce que ça vaut pour un X à cet endroit-là, on va dire que Q de X ça va être du bêta X carré. En fait, dans le terme bêta, j'ai mis un peu de tout, du ρ, du S, du CX, du oméga carré, ce qui fait que globalement, je me retrouve avec une expression de ma charge qui est comme ceci. Donc je passe un petit peu sous silence. Pourquoi? En gros, ça revient à résoudre un problème de RDM, de comment va se comporter cette poutre si je lui mets un chargement de ce type-là, avec ici un petit élément d'effort df qui serait du q de x dx. C'est ça que ça veut dire, hein. J'ai en fonction de mon abscisse des petits éléments d'effort qui dépendent de x. D'accord? On pourra même, vu que je vais en avoir besoin pour paramétrer, hein, dire que là je vais avoir ici ma poutre qui va être considérée de longueur L. Je positionne globalement ici, comme je l'ai dit, l'abscisse x, hein, c'est-à-dire que si je prends le point G qui est ici, il se situe bien un abscisse x. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est d'aller évaluer ce que vaut les actions qui sont a priori inconnues au niveau de ma liaison de castrement. Donc ça, je le suppose connu, et dans un premier temps, je voudrais m'intéresser à ce qui se passe au niveau de la liaison de castrement. Et on va dire classiquement, je vais avoir du x0, du x0 et du m0. D'accord. Pour évaluer, on va faire un petit peu de statique, hein. Bon, la pale elle tourne, mais on va dire que je suis en régime permanent, donc je peux être quand même dans le cadre pour calculer mes actions mécaniques de faire la statique. Je vais donc appliquer le théorème de la résultante statique. De manière triviale, en projection suivant x, je vais avoir x0 qui va être égal à 0. Et en projection sur y, je vais avoir du y0 plus. Et là, eh bien, il faut que je détermine ce que va être l'ensemble des efforts df sur ma poutre. Donc on va partir sur une définition intégrale, de dire que je vais faire la somme ici des df. Je l'écris comme ça dans un premier temps, et dire que ça, forcément, ça va être égal à 0. Évidemment, ici, je fais l'hypothèse que je néglige l'action de la pesanteur sur ma poutre devant les actions df. Je vais exprimer directement aussi ce que va avoir le terme du moment statique. Je vais l'écrire au point O et je vais projeter suivant Z. Dans ces cas-là, je dois, puisque je suis en haut, dire que la somme des moments est égale à 0. Donc en haut, j'ai le moment MO. Et encore une fois, je dois venir sommer l'ensemble des moments générés par chacun des petits df. On va y aller version bras de levier.
en disant que au point O, l'action DF qui est en X va générer un petit moment qui va être bras de levier X que multiplie l'effort DF, et je sais que ça va être suivant Z. Dans ces cas-là, j'y vais, mon bras de levier c'est X, mon effort c'est DF, je l'écris comme ça, en valeur absolue, et comme ça je n'ai pas trop de soucis, puisque le signe, je vais le forcer à mettre en disant ici que c'est du plus. D'accord ? En haut, chaque élément DF va générer un moment qui a tendance à tourner de X vers Y. Et ça, c'est égal à 0. Donc là, hormis écrire les choses, je n'ai pas encore évalué. Donc là, si je devais à minima préciser, c'est le domaine sur lequel j'intègre, c'est sur ma poutre. On va détailler les calculs. Alors si je détaille les calculs, je reviens sur l'expression de ce que va valoir y0. y0, ça va être moins la somme des df. Et maintenant, je vais exprimer ce que vaut mon df. Mon df, c'est ici du q de x dx. Donc j'y vais, je remplace aussi q de x par sa valeur, c'est-à-dire du bêta x carré. Donc je me retrouve à calculer du q de x, donc bêta x carré, dx. Et ici, il n'y a pas trop de soucis, c'est pour évaluer sur l'ensemble de ma poutre, x, qui est ma valeur d'intégration, va bien de x égale 0 à x égale L. Aucun souci. Dans ces cas-là, je peux calculer mon intégrale et dire que ça va être du moins. Je vais peut-être même carrément tout de suite évaluer mon intégrale. Une primitive de bêta x carré, ça va être du bêta x cube sur 3 que je dois prendre entre 0 et L. Et tout calcul mené, ça fait du moins bêta L cube sur 3. Donc ça, c'est l'expression de y0. Je vais faire pareil pour le calcul du moment. Je m'en trouve avec le moment m0 qui va être égal à moins l'intégrale des x df, sauf que df c'est q de x dx et que q de x c'est bêta x carré. Dans ces cas-là, je me retrouve à devoir intégrer du bêta x carré fois x cube dx, et je dois calculer ça sur l'ensemble de ma poutre, et pour balayer l'ensemble de ma poutre, ma variable x doit aller de x égale 0 à x égale L une nouvelle fois. Forcément, une primitive de bêta x cube, c'est du bêta x4 sur 4. Bêta x4 sur 4 à prendre entre 0 et L. Ça me fait donc du moins bêta L4 sur 4. Et donc l'expression de mon moment. Donc en fait, maintenant, mes actions qui étaient a priori inconnues le sont, à savoir j'ai levé les indéterminations. Maintenant, si on s'intéresse à ma poutre qui va se déformer suivant ces actions-là, il faut appliquer la relation de la déformée. Ici, on est dans un cadre typique de flexion plane. Et ça passe par évaluer le moment fléchissant. Donc pour ça, je vais refaire vite fait le petit dessin, de dire que, bien évidemment, pour calculer le moment fléchissant, qui est la composante du moment du torseur des efforts intérieurs en projection suivant Z, on sait que je dois faire une coupure, ça va me donner le tronçon 1, le tronçon 2. On pourrait se poser la question de est-ce que je vais plutôt prendre le morceau de droite ou le morceau de gauche. Je trouve ici que il serait plus intéressant de prendre le deuxième morceau. Donc si je refais mon petit dessin à peu près à l'échelle, je me retrouve avec mon morceau de poutre où je décide de faire ma coupure ici en abscisse G de X. Et là, on ne peut pas faire l'économie de notation, de dire que à cette abscisse-là, j'ai bien un effort df qui vaut ça. Et puis, lorsque je me balaye jusqu'au bout de ma poutre, je me retrouve avec ça.
D'accord? Là, je me retrouve encore une fois avec mes df. Donc, pour des questions de notation, c'est bien pour rappeler ici que j'ai le tronçon 2. Ici, j'ai bien le point A. Ici, j'ai quand même le point O qui est ici. Donc, ce que je suis certain, c'est que, en termes de paramétrage, j'ai bien ici la distance L, j'ai bien ici la distance X. Et pour calculer le moment de flexion, je dois calculer, ramener au point G, les petits moments dus aux actions df. Et là, je me dis, un peu comme j'ai fait précédemment, que j'ai besoin de définir le bras de levier. Donc le bras de levier, c'est bien la distance qui est ici. J'ai besoin de cette distance-là pour exprimer le moment en G de l'action df. Je ne peux pas utiliser comme paramétrage le x. Je suis obligé de faire intervenir une autre quantité. Donc je vais faire intervenir la quantité xi. D'accord? Et tel que je le fais là, je sais que je vais être enquiquiné. Donc en fait, je vais pas plutôt prendre cette distance-là. Je vais pas prendre cette distance-là. Je vais pas prendre cette distance-là. Pour paramétrer df, je pense qu'il sera plus simple de prendre la distance ici, en repartant du point O. Ça va s'éclairer par la suite. De pourquoi je prends ça plutôt qu'autre chose. Dans ces cas-là, je vais calculer moment de flexion comme étant le moment en G de tous les petites actions df. Donc globalement, ce que je vais définir ici, c'est un df de xi. D'accord? Ici, mon petit élément différentiel sur lequel s'applique Q, ma charge répartie, c'est bien un dxi qui est ici. Et dans ces cas-là, moment de flexion, je vais y aller cache, moment de flexion, ici, c'est bien une fonction plus la somme des petits moments en G du ODF. Donc j'y vais. Le moment ici, pour le calculer, j'ai besoin du bras de levier. Comment j'ai exprimé la distance qui est ici? Je l'ai exprimé comme étant du xi moins x. Donc ici, j'ai du xi moins x. L'effort, c'est df. Je déroule. Donc c'est la norme de df. Le signe, je vais insister en mettant ici C+. Et ça, c'est sur le tronçon 2. Je déroule, je détaille un petit peu, de dire que ça va être plus la somme. Et là, je dois exprimer mon df. Mon df, c'est un df de xi. Donc en gros, tout ce que j'ai à dire, c'est que la charge qui est ici, elle vaut q de xi. Parce que c'est ici q de x. Donc ici, c'est q de xi. Et q de xi, ça va donc être du bêta xi carré. Donc en fait, mon df, ça va être du, je vais mettre le bêta devant, du bêta xi carré, facteur de xi moins x, et ma variable d'intégration, c'est bien xi. Donc ici, c'est du dxi. D'accord? Maintenant, les bornes. Ah, alors les bornes, c'est je dois regarder pour mon tronçon 2, de où à où va xi. Xi va de où pour balayer mon tronçon 2? Bah, xi va de x à L. Xi va bien de x à L. De x à L. D'accord? Là, je suis sûr que je ne me trompe pas. Je suis revenu à la définition, j'ai mis le paramétrage nécessaire pour définir le bras de levier pour avoir une quantité de moments fléchissants qui dépendent bien, au final, de x. Ensuite, c'est le calcul. Alors, on va, pour calculer cette intégrale-là, le plus simple consiste encore à venir développer. Donc, je vais mettre le bêta en facteur, donc plus bêta facteur de la somme
des xi cube moins x xi carré. Et je viens de x à L. Et si je déroule ici, ça va donc me faire du bêta facteur de... Donc une primitive de xi cube, ça va être du xi 4 sur 4. Et une primitive de xi carré, c'est du xi cube sur 3. Donc ça fait du moins x xi cube sur 3. À prendre entre x et L. Alors là, il ne faut pas avoir peur de dire, bah oui, mais j'ai du x là et j'ai du x là. Bah oui, on sait quoi qu'il arrive que je dois avoir une expression au final qui dépend de x. Donc, sauf que j'ai intégré ici par rapport à xi. Donc il faut faire un petit peu attention de savoir que ici, ces bornes-là, c'est, je vais peut-être insister, quand je fais en borne supérieure xi égale L et en borne inférieure xi égale x. Et ça va donc me donner du bêta, donc j'évalue en xi égale L, ça va faire du L4 sur 4, moins x L cube sur 3, moins, je mets une parenthèse pour ne pas me viander sur les signes, l'évaluation de cette expression-là en xi égale x. Donc ça va faire du moins, parenthèse, x4 sur 4, moins, et c'est bien xi que j'en place, donc xi cube sur 3 fois x, ça va faire du x 4 sur 3. D'accord? Donc je me retrouve à l'expression que je vais noter ici pour ce que vaut mon moment de flexion, qui va être donc bêta facteur. Donc on va arranger un petit peu tout ça. Si j'évalue ici, je vais avoir donc du 3 moins 4 douzième. Donc ça va me faire du x4 sur 12. Hein, 3 moins 1, moins, donc c'est bien positif. Plus L4 sur 4 moins L cube x sur 3. Voilà, j'ai trouvé l'expression de mon moment de flexion pour toute abscisse x de ma poutre. Là, globalement, j'ai fait le plus dur. Il faut, pour poursuivre, calculer les déformés. Je vais rappeler dans ces cas-là qu'à partir du moment où on a l'expression du moment de flexion, la relation qui va me permettre de calculer la déformée, c'est du EI y seconde de x égale le moment de flexion défini pour tout x, qui reste à résoudre. Alors, je vais quand même mettre les conditions pour que mon problème soit bien posé. Ici, classiquement, je vais regarder ce qui se passe au niveau de ma ligne d'encastrement, de considérer que je ne peux pas avoir de déplacement suivant y en 0, donc de dire que j'ai y de 0 qui vaut 0. Et liaison d'encastrement, je ne peux pas non plus avoir de rotation de section. Et on a vu ensemble que si j'ai la rotation de section au point O, donc d'abscisse x égale 0 nul, ça implique au niveau de la déformée que la tangente de ma déformée, à savoir y' en 0, vaut 0. À partir du moment où on a l'expression du moment de flexion, que pour avoir la déformée, c'est relié par une équation différentielle du second ordre, il me faut deux conditions pour lever les constants d'intégration. Ensuite, c'est du calcul. Voilà, on verra dans une prochaine capsule, si nécessaire, la résolution de cette équation différentielle.